Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, bonjour. Merci de suivre nos émissions sur R7, anciennement TLR TV. Aujourd'hui, sur Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance, nous revenons sur une question brûlante dans le débat public au Congo-Brazzaville, qui est la vente ou la cession des terres congolaises au Rwanda. Pour en parler, nous allons recevoir le docteur Aimé Césaire Miakasissa, qui est un habitué de notre chaîne et qui va nous entretenir sur la sortie de l'épiscopat congolais sur la question. Et pour rappel, le 23 mai 2024, le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso a reçu l'épiscopat congolais pour la clarification sur ces accords. Dans la foulée de cette rencontre, au 24 mai dernier, l'épiscopat congolais a publié un communiqué sur cette rencontre. Tous les Congolais sont au courant de ce communiqué, où d'une manière générale, l'épiscopat souscrivait pratiquement à ces accords. Le 25 du même mois, le docteur Aimé Césaire Miakasissa a publié une tribune qu'il a intitulée « Les évêques du Congo-Brazzaville s'est défroqué ». Dans la suite de cette tribune, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafuawawu a pris la parole pour revenir sur la rencontre de l'épiscopat avec le Premier ministre pour dire que l'épiscopat congolais n'était pas corrompu. Le docteur Miakasissa aura le loisir de revenir là-dessus. Alors, accueillons comme d'habitude le docteur Miakasissa. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Georges Lema. Merci de répondre chaque fois à notre appel. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au sens du communiqué de l'épiscopat congolais qui a fait suite à la rencontre de cette instance avec la primature du Congo-Brazzaville? Vous avez écrit, comme je l'ai dit tantôt, un article là-dessus. C'est défroqué. Vous parlez bien de l'épiscopat congolais. Oui, effectivement, il faut savoir que nous vivons l'une des plus grandes crises depuis notre indépendance. C'est-à-dire une crise qui concerne la souveraineté de notre pays par la cession de nos terres au Rwanda. Et ce qui nous a un peu interloqué, c'était cette sortie hasardeuse de l'épiscopat congolais en publiant ce communiqué qui allait dans le sens des propositions, disons, de ce que le gouvernement entend faire comprendre au peuple congolais qui est contre cette cession et qui n'est pas en conformité avec la constitution congolaise. Pourquoi cette sortie de l'épiscopat? Revenons d'abord sur l'archevêque qui a parlé le 26, qui nous a répondu. Oui. Bienvenue Manamika. Manamika, oui. Comment on l'appelle Bafuawawu. Et vous savez, on l'arrive à Bafuawawu, c'est qu'il meurt. Mais qui va mourir? Le peuple congolais? C'est ça. Bafuawawu. Est-ce que c'est pas dans le sens? Oui. Oui, mais c'est Bafuawawu. Bafuawawu, Ngatimena Douma na Sassou Nguesso. C'est qu'il meurt pour que moi je règne avec Sassou Nguesso. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est dans ce sens-là. C'est ça qui est choquant. Comme monsieur
cet archevêque, au lieu de se mettre du côté des opprimés, ce peuple qui dit non à la cession des terres, nous avons bienvenu Manamika Bafuakwaou, qui dit, le peuple congolais Kafuakwa dit, moi je veux rester avec Sassou Nguesso. C'est ça qui nous Mais choque. oui, docteur, dans le sens, évidemment, le nom de ce monseigneur est très significatif. Et si je pensais que c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que s'il s'appelle Bafuakwaou, ce serait quand même une personne qui a le courage de dire des choses et qu'importe qu'on le tue. Non, Bafuakwaou, mais, je vais non, dire, il oui, me mais tue, c'est pas grave, mais non, apparemment, c'est pas ce qu'il quand a on fait. dit, c'est les autres. C'est pas moi, ce sont les autres. Et c'est ça qui nous interpelle. Quand on dit, waouh, mais nous disons à cet archevêque, non. Même Saint-Pierre a renié le Christ à 3 reprises, mais il s'est repris. On lui a laissé les clés de l'Église catholique. Donc, qu'il se reprenne, cet archevêque. Parce que qui sommes-nous pour lui jeter la pierre? Nous ne sommes que les êtres, on peut se tromper. Mais aller dans ce sens, le communiqué qu'on nous a sorti, je ne pense même pas que ce communiqué peut être élaboré par les évêques du Congo. Parce que dans ce Pourquoi communiqué-là, vous le dites? il y a des notions, il y a des notions qu'il faut faire ressortir. La première notion, il ne parle que de protocole. Mais les protocoles, ce ne sont que des intentions de Des intentions. collaboration avec un pays. Ce ne sont pas des accords. Or que ces protocoles d'accords qu'on appelle en anglais des MOU, Memorandum of Understanding, ce sont des mémorandums d'entente. Mais nous ne sommes plus à ce niveau-là. Comme M. Kagame dit, ce qui est signé est déjà signé, nous sommes au niveau des accords. Les protocoles d'accord sont moins contraignants juridiquement par rapport aux accords. Donc, nous sommes déjà aux accords. Donc, il y a eu cession des terres au Rwanda, 980 km², 98 000 hectares, comme disait cette dame à la télé rwandaise, qu'on a cédé, qu'on a offert. Elle a dit qu'on a offert au Rwanda. Oui, docteur, s'il vous plaît, là, les gens ont besoin de comprendre. Parce qu'on parle de donner, de céder, c'est une offre, on a offert. On parle de location et on parle aussi de vente. Il y a quand même un flou artistique autour de ces accords. C'est quoi l'expression exacte autour de ces accords? Est-ce que c'est la cession? Est-ce que c'est la location? Est-ce que c'est la vente? Mais de toutes les façons, qu'à cela ne tienne, que ce soit, il y a eu des protocoles. Il y a des protocoles. On peut se dire, voilà, nous voulons venir au Congo pour faire de l'agriculture et de l'élevage. C'est dans les intentions. Mais maintenant, quand ça passe au niveau des accords, vous vous souvenez de la constitution du 25 octobre 2015. Nous avons dit non au changement de la constitution de 2002. Il y a eu des morts. Cette constitution a été promulguée le 6 novembre 2015. Mais que dit son article 215, 219? Nulle cession, nulle vente ne peut se faire sans un référendum, sans consultation du peuple congolais par Par référendum. référendum. Donc, quoi qu'il en soit, qu'il y ait eu cession, qu'il y ait eu vente, qu'il y ait eu accord, c'est caduc. Parce que même le Rwanda, dans son article 8, que nous avons vu dans le cadre des terres acquises à l'étranger, qu'est-ce qu'ils disent? Les terres du Rwanda acquises à l'étranger sont sous le régime du pays. Attendez, docteur Miakasissa, est-ce que vous êtes en train de parler de la loi foncière rwandaise qui prend ces dispositions? Si je vous ai bien compris, que vous dites que les dispositions qui sont comprises dans la loi foncière du Rwanda, je pense que c'est bien cela, hein? Oui, oui, c'est l'article 8, oui. Oui, qui dit quoi exactement? Il dit que les terres du Rwanda acquises à l'extérieur sont soumises à la loi du pays. D'accord. Donc, ce qui revient à dire que le Rwanda ne peut pas acquérir des terres au Congo-Brazzaville sans un référendum.
Ça, c'est important, ça. C'est très important pour que les gens nous comprennent très bien. C'est-à-dire que la loi foncière rwandaise dit que pour les terres que le Rwanda a acquises au Congo-Brazzaville, par exemple, doivent être assujetties à la loi congolaise. Or, la loi congolaise dit très bien dans sa constitution, qui est le texte fondamental, qu'un accord est de nul effet s'il n'est passé par le référendum, c'est-à-dire la consultation directe du peuple, ou bien aussi sans passer par le Parlement aussi dans ces sessions. C'est bien cela que je comprends? Ah, mais c'est bien cela, oui. Exactement. Okay. Exactement. Il Donc n'y les a pas Congolais eu. n'ont pas à s'en faire. Les Congolais n'ont pas à s'en faire. Ah, non, mais, Est-ce non, qu'on peut mais, le dire de cette non, manière-là? mais ce gouvernement qui est en place a changé la Constitution. Nous avons été contre ce changement de la Constitution. Mais dans cette Constitution, c'est eux-mêmes qui mettent cet article 219. Mais pourquoi ne pas respecter cet article? Parce que ça ne les arrange pas. Nous ne savons pas ce qui a été mis dans ces accords. Ce sont pas des protocoles d'accord, comme disent les évêques congolais, des intentions de coopération. Non, nous sommes déjà dans des accords. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces accords? Comme M. Kagame dit, ce qui a été signé est signé. Quelle compensation il y a eu derrière? Est-ce qu'il y a eu une compensation financière? Est-ce qu'il y a eu ce volet défense? Parce que nous savons bien que le sud du Congo est plus peuplé que le nord du Congo. Mhm. Ces terres qu'on veut donner au Rwanda se trouvent au Poul, dans le Niari et dans la Bwenza. Ce sont des terres qui sont plus ou moins hostiles au pouvoir en place. Donc, qui on va nous envoyer comme Rwandais dans le Poul, dans la Bwenza et dans le Niari? Ce sont des militaires qui, le moment venu, vont faciliter la passation du pouvoir entre Denis Sassou Nguesso à son fils Denis Christian Sassou Nguesso. Alors, docteur, je comprends très très bien votre propos. Les accords en question, ce ne sont pas des accords agricoles, comme on veut nous le faire comprendre, et que ces accords sont éminemment des accords militaires en prévision de la dévolution du pouvoir au Congo-Brazzaville du père au fils, c'est-à-dire tout ce qui a été entrepris depuis 2021 dans ce rapport avec le Rwanda. Les aspects les plus essentiels sont des aspects dissimulés. C'est bien cela que les Congolais doivent comprendre. Non, mais les accords tels qu'on les comprend, ce sont les accords agricoles, les accords qui intéressent le foncier. Ce sont des cessions de terre. Mais quand ces gens-là vont venir, ce ne seront pas les agriculteurs. Nous, le piment, on sait faire le piment. Les arachides, ça ne nous a jamais imposé les arachides, on n'a jamais importé ce genre de choses. Hein? Le maïs, nous savons. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ça cache autre chose derrière. Il y a non seulement les accords qu'on n'a jamais, que le Parlement qui n'ont jamais été ratifiés au niveau du Parlement, que M. Denis Sassou Nguesso n'a jamais signé pour en faire un décret et pour les publier au journal officiel. Donc, ce sont des accords qu'on nous a toujours cachés. Mais pourquoi on nous cache ces accords-là? On doit les mettre à la disposition du peuple congolais. Mais quand les évêques disent qu'il faut mettre à la disposition du peuple congolais les protocoles d'accord ne sont pas astreignants. Nous ne sommes plus à cette étape. Il y a eu une étape des protocoles d'accord, ce qu'on appelle des MOU, des mémorandums d'entente, mais là, nous sommes au niveau des accords. Il faut que l'État congolais publie ces accords. Il y en a 8, dont un accord de défense à l'intérieur. Et le problème qui peut se poser au Congo, pourquoi? Parce que au Congo, les étrangers ont toujours eu la latitude de faire ce qu'ils voulaient. Vous avez les Libanais, les Mauritaniens, les Ouest-Africains. Maintenant, on a les Chinois et les Français qui ont toujours pillé ce qu'ils voulaient. Mais si on donne des terres au Rwanda, mais le sous-sol au Congo appartient à l'État. Mais comme il n'y a pas de contrôle, et ces régions que l'on donne au Rwanda, notamment au niveau du pool, il y a du coltan. Le Rwanda pourra extraire le coltan
et l'envoyer en Occident, parce que ce sont des minerais stratégiques. Comment pouvons-nous comprendre que le Rwanda, qui n'a pas ces minerais sur son Au sous-sol, est territoire. le premier exportateur mondial de coltan devant la RDC? Pas possible. Bon, docteur Miakasissa, c'est bien clair là-dessus. On comprend très bien que depuis le retour de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir en 1997, évidemment, il a pris un ramassis de milices et de soldats étrangers. Ce n'est plus un secret pour personne aussi, et on l'a dit souvent à notre antenne. Donc, on comprend très bien la stratégie de M. Denis Sassou Nguesso, c'est sa pérennité au pouvoir, même s'il est 6 pieds sous terre. Sa pérennité au pouvoir par son fils, qu'il pense qu'il est le mieux à incarner, n'est-ce pas, cette pérennité du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Ça, on l'a bien compris. Mais alors, recentrons un peu et je pense que les Congolais l'ont compris aussi, ce qu'il y a de dissimulé derrière là, avec la flamme qui s'est enflammée, on l'a dit. Il y a même des prévisions, n'est-ce pas, divines qui sont faites sur ce qui va se passer au Congo. Et on n'est pas obligé d'être clair pour comprendre que c'est une poudrière au Congo-Brazzaville, qu'elle a des armes partout et que cette transition vers un autre pouvoir, ça ne fera pas de manière douce. Alors, recentrons notre échange sur l'épiscopat congolais. En fait, essayez de nous resituer un peu. Dites-nous un peu la place, ou bien la place de cet épiscopat dans l'histoire politique au Congo-Brazzaville, parce que quand on regarde un peu l'histoire, l'Église a quand même eu des rapports assez particuliers avec le régime en place. Je me rappelle de la mort du cardinal Biayenda, la conférence nationale, n'est-ce pas, dirigée par un prélat, et ainsi de suite. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme s'il y avait des périodes qui marquent cette histoire-là. Le cardinal Biayenda jusqu'à la conférence nationale et la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui, j'ai comme l'impression que ce n'est pas la même église. Ouais, mais c'est toujours cette église qui se bat pour les terres. Quand le cardinal Bayenda était allé voir Le président Marien Mariam Ngouabi, Gwabi, c'était pour récupérer les terres de l'église catholique, en notamment à Biafoué. 1977, hein, en 1977 pour Ouais, s'y fixer. notamment, oui, mais on parle déjà des terres, on parle déjà des terres, mais là, qui appartiennent à l'église catholique. Hein. Donc, je pense qu'il serait inopportun d'associer la mémoire de cardinal, de notre éminent feu cardinal Émile Béhéna à ce qui se passe aujourd'hui. Bon, OK, après, expliquez-nous. il y a eu cette conférence nationale qui a été dirigée par Monseigneur Ernest Kombo. Et moi, de ma part, j'ai toujours pensé que ça a été une erreur parce que le pardon catholique de Dieu n'est pas toujours le pardon politique. Donc, il faut laisser à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. On aurait pu faire autrement et on avait les Congolais aussi qui pouvaient animer cette conférence nationale. Maintenant, revenons à nos évêques, ce qu'ils Oui. ont fait. Parce qu'il faut comprendre que ils font une sortie sur les terres. Mais au Congo, il n'y a pas que ce problème. On a une crise multidimensionnelle. Vous avez déjà entendu des évêques parler de la santé au Congo, de l'éducation, du chômage des jeunes, de la gabegie, des vols, de la corruption. Mais non, on va les chercher par ruse pour faire avaler, comme ils disent, au peuple de Dieu. Mais ils ne parlent pas qu'au peuple de Dieu. Au Congo, il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des Il y a des agnostiques aussi, hein? il y a aussi des athées, il y a des gens qui ne croient pas. Donc, quand on parle aux Congolais, on doit parler à tous les Congolais, croyants ou non. Bon, même s'il y a une séparation de l'Église et de l'État, à un certain moment, il est arrivé aussi que l'Église intervienne dans les affaires de l'État. Mais c'est pourquoi? Et c'est pour comprendre ce qui se passe. C'est pour être du côté des opprimés. Mais eux, ils interviennent, c'est pour être du côté de l'oppresseur. On se rend compte que maintenant, le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, après avoir acquis à sa cause la police, les militaires, la gendarmerie, certains universitaires, en guillemets certains intellectuels, maintenant, à dans son escarcelle
le clergé catholique. Maintenant, le clergé catholique sert le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. C'est ça qui est inquiétant pour nous. C'est Mais ça que nous. alors, oui, oui. Échangeons un peu là, parce que vous dites des choses très, très, très essentielles ici. Vous dites que la police, l'armée, la gendarmerie, certains intellectuels, si vous pouvez nous citer quelques noms aussi, ça nous irait très bien, parce que, évidemment, on pouvait compter sur les intellectuels aussi en tant que tels. On ne va pas personnaliser, on ne va pas personnaliser le débat, mais Mais on parle on parle de Monseigneur. vous vous rendrez Oui. compte que dans les voix qui s'élèvent actuellement contre la cession des terres, on aimerait quand même avoir certains intellectuels du Nord qui ont une voix qui porte, mais on ne les entend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine collusion entre eux et le gouvernement en place. Le Congo, que l'on soit du nord, du centre, de l'est, de l'ouest, ce problème de cession de terres concerne tous les Congolais. Nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi on n'applique pas tout simplement la Constitution? Monsieur Denis Sassou Nguesso a toujours changé les constitutions. Même en changeant des constitutions, il est incapable d'appliquer ses propres constitutions. Donc, il n'y a plus le capitaine dans le navire. Et on se rend compte qu'au bout de 40 années cumulées de pouvoir dictatorial, le Congo n'a jamais décollé. Donc, à un certain moment, comme on dit, il y a le phénomène de Peter, plus on reste longtemps sur un poste, plus on devient incompétent. Voilà. Donc, à un certain OK. moment, il faut qu'il y ait un changement et qu'on puisse faire autrement. Alors, donc, docteur Miakasissa, on l'a dit d'emblée, ce qui choque les Congolais aujourd'hui, parce que quand on regarde ce qui se passe sur la toile, les Congolais sont très, très, très remontés contre l'Église catholique au Congo, et pour cause, et pour cause. Euh, 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 Monseigneur Manamika euh, a des ouailles, a des ouailles. Il n'est pas le seul. Et M. Denis Sassou Nguesso, en faisant ce qu'il veut de faire, veut utiliser évidemment l'Église. Et l'épiscopat dit aussi qu'ils sont allés voir, demander au Premier ministre, et ils ont vu le bout de papier en question. C'est-à-dire que le Premier ministre leur a bien expliqué ce qu'il y avait sur le bout de papier. Donc c'est là-bas qu'ils sont allés prendre la clarification sur le contenu, n'est-ce pas, de l'accord. Mais c'est assez étonnant quand même de voir une grande institution comme le clergé congolais, où il y a des philosophes, il y a des théologiens, il y a toutes sortes de personnes, Des des juristes, scientifiques, probablement. c'est-à-dire des gens qui ont la méthode, c'est-à-dire que avant d'aller voir le Premier ministre, quand même, ils pouvaient soumettre, n'est-ce pas, ce bout de papier-là à une analyse pour bien comprendre le contenu et ne pas se contenter d'aller voir le Premier ministre qui leur dit comme ça, là, oralement, que voilà le contenu de ce bout de papier, c'est ça. C'est quand même assez curieux. Il n'y a plus de chercheurs au niveau de l'Église. Il n'y a pas de penseurs qui ont fait des grandes écoles. Faut d'abord revenir sur le principe. Le Congo est un État laïque, donc il y a une séparation entre l'Église et Et l'État. l'État. Bon. Ce que l'on ne comprend pas, pourquoi il y a cette primauté des évêques, il faut qu'ils aillent voir les accords que nous réclamons. C'est pas aujourd'hui qu'on réclame ces accords, hein. On a déjà fait beaucoup de papiers là-dessus, on a écrit pour demander ces accords. Pourquoi l'Église? Mais parce que c'est par ruse. Le, le gouvernement congolais, il n'arrive plus à se dépêtre de cette affaire, à chercher le concours du clergé catholique pour calmer la fronde. Mais ce n'était pas la bonne façon de faire. Comme je disais tout à l'heure, le Congo vit une crise multidimensionnelle. Vous remarquerez que nous avons des activistes sur place au Congo-Brazzaville. Il y a des Congolais qui s'indignent, qui ne sont pas d'accord. Mais quand ils demandent une autorisation même pour faire une petite marche, elle n'est pas accordée. Mais l'Église catholique, tous les dimanches, a des soins dans ces églises. Ils peuvent prêcher, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent dans ces églises, mais ils ne le font pas. Et subitement, ils sont sur le problème des terres.
Et comme je disais, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a un problème de chômage pour les jeunes qui est extrême. Endémique. Il y a la corruption, il y a la gabegie. Mais ils n'en parlent pas. Mais on va les chercher pour un problème qui nous touche. Parce que je pense que c'est l'une des plus grandes crises que vit actuellement le Congo-Brazzaville. Et comme je disais, il faut laisser à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Comme je l'ai écrit, il faut laisser à M. Denis Sassou Nguesso et au peuple congolais de pouvoir régler ce problème. Les évêques ne sont qu'une infime partie. Ceux qui disent ne vient pas de Dieu sont intermédiaires. Parce que nous tous, nous croyons, nous sommes des catholiques pratiquants. Moi, en plus, je suis Mais, le fils d'un ancien séminariste. Mon père aussi a été séminariste. Donc, il y a des choses que nous comprenons. Voilà. Donc, docteur, l'Église catholique devait rester dans son rôle, comme on dit, d'enzyme, de participer à cette relation, à cette, qu'on appelle ça, à ce problème, pour pouvoir faciliter la solution sans pour autant y participer. d'accord. Oui, c'est important. Je rebondis là-dessus, docteur. La place de l'Église dans une société. Bon, on sait très bien que autrefois, avant la laïcisation de la société, l'Église était au centre de la cité. Ça, on le sait. Bon, l'Église a aussi le droit de participer au débat social, docteur, parce que quand on voit l'Église catholique d'une manière générale, ben, il y a ce qu'on appelle les encycliques papales. Les encycliques papales, c'est, n'est-ce pas, le discours que tient le pape après, peut-être chaque année ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans, je n'en sais rien, mais il y a souvent la sortie du pape qui se prononce sur les grands problèmes sociaux de l'heure. Ils peuvent parler du chômage de jeunes, ils peuvent parler du déclin des ouvriers, du syndicalisme ou des choses comme ça. Ça, c'est leur droit le plus absolu. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est la manière dont, évidemment, l'Église participe à ce débat public. On voit très bien, je vous laisse la parole là-dessus, on voit très bien les accointances de l'Église congolaise avec le régime de M. Denis Sassou Nguesso. On les voit festoyer ensemble. On les voit tellement festoyer ensemble que la dernière fois, on les a vus convoqués à déjeuner chez le directeur de la police congolaise, M. François Ndengue. Mais M. François Ndengue, disons les choses clairement, c'est un criminel notoire à ce que les Congolais, la mémoire collective congolaise sait très bien. Alors comment voir ces évêques aller festoyer tranquillement chez M. Ndengue, par exemple? Et les photos qui traînent sur la toile, on voit très bien M. Malamika en question avec Mme Nono, avec M. Denis Sassou Nguesso, c'est le je t'aime moi non plus, là. Il y a quand même des collusions à ce niveau. Ça pose des Congolais à s'interroger, non? Mais il est arrivé dans l'histoire que l'Église catholique intervienne dans le débat politique, dans le débat public. En Pologne, avec le pape Jean-Paul II. Mm -hmm. L'Église est N'ayez intervenue. pas peur, son fameux n'ayez pas peur. Le fameux n'ayez pas peur. Mais là, c'est le fameux gagnant-gagnant sur les protocoles d'accord. Mais là, on a dit, n'ayez pas peur. C'était pour le peuple. C'est tout Oui, à fait normal qu'ils interviennent. Mais la façon dont l'Église intervient pour reprendre les arguments du gouvernement congolais, tout en sachant que le peuple n'est pas d'accord et tout en sachant que c'est anticonstitutionnel, c'est là où ça pose problème. voilà. Mais ils nous disent, ah ouais, mais si on nous a menti, mais non, mais quand on prend une décision, il y a beaucoup de choix. Mais quand vous avez choisi, quand vous avez fait un choix, vous prenez la décision, vous l'appliquez. Bon, maintenant, si on revient sur la décision du clergé catholique, s'ils se sont fait rouler dans la farine, comme ce que l'on voit par le gouvernement congolais, ils n'ont qu'à dire au peuple congolais, oui, on s'est fait rouler dans la farine, mais tout le monde a droit à la rédemption. Et ça, nous le comprenons. Mais quand monsieur devenu Manamika Bafokwaou se met à menacer le gouvernement en disant que si ce sont eux qui nous ont trompés, c'est eux, c'est pas nous. Mais c'est eux qui ont pris la décision de publier. C'est un peu léger, c'est eux qui ont écrit. Mais même quand on voit les termes de ce communiqué, ça ne parle que de principe d'accord. Un principe d'accord n'est pas contraignant.
Un accord est contraignant. Revenons sur les paroles de M. Kagame. Ce qui est signé est Et signé. Ça veut signé. dire qu'il y a des accords qui ont été signés. Et il y a eu des contreparties. Est-ce qu'il y a eu des contreparties financières qu'ils ne veulent pas mettre sur la table? Ça, c'est leur problème. Mais C'est leur problème, absolument. le peuple congolais dit, nous avons, nous avons été contre le référendum de 2015. Vous avez tué certains de nos compatriotes. C'est même M. Tassima Diala qui était dans l'opposition, qui avait fait cette oraison funèbre, mais qui s'est avérée funeste parce que on comprend mieux qu'il travaillait pour Le par de régime, M. Denis Sassou Nguesso. Nous avons dit qu'à cela ne tienne, tenons-nous à cette constitution du 25 octobre 2015 promulguée le 6 novembre 2015. Que dit l'article 219? Nulle cession, nulle vente sans un référendum. Que dit l'article 8 je pense que de 2013 ou 2013 sur le droit français du Rwanda? Les terres acquises en dehors du Rwanda sont soumises à la législation du pays. Donc, ils se rendent bien compte que, comme il n'y a pas eu de référendum, ils ne peuvent pas créer les terres au Congo. voilà. C'est aussi simple que cela. Il faut le souligner là. Il faut le souligner très très bien que finalement, c'est beaucoup, beaucoup de bruit pour rien, au fond, si on s'en tient à la loi. Mais vous l'avez dit, docteur, vous-même, M. Denis Sassou Nguesso n'a jamais respecté sa propre loi. Donc, ce qui veut dire que le danger est toujours là. Si au moins on respectait la loi au Congo, les Congolais n'avaient pas à s'en faire. Bon, maintenant, là, quand on a compris tout cela, que M. Denis Sassou Nguesso a toujours fonctionné, a toujours gouverné en dehors de la loi, il faut le dire. C'est accessoire, la constitution congolaise. Toutes les lois congolaises apparaissent accessoires, c'est-à-dire que le Congo est dirigé selon la bonne volonté de M. Denis Sassou Nguesso. Et qu'à ce moment-là, les Congolais doivent le comprendre. Les Congolais doivent le comprendre, un peu comme dans ce qu'avait dit François Hollande à l'époque. Vous savez, vous avez évoqué, n'est-ce pas, le référendum de 2015-2016, là, où évidemment Monsieur Hollande avait donné le quitus à Monsieur Denis Sassou Nguesso de changer sa constitution, et en précisant que les Congolais doivent réagir. Les Congolais doivent réagir. Si Monsieur Denis Sassou Nguesso change anticonstitutionnellement la loi, eh bien, vous, les Congolais, vous devez répondre. Voilà. Non, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Le Congo n'est pas une nation, comme je dis toujours. Le Congo, c'est un État. Il y a beaucoup de tribus qui partagent un espace géographique. Mais pour le vivre ensemble, il faut quand même qu'il y ait des lois qui régissent notre pays. C'est ce que nous appelons la Constitution. La Constitution de 2015, c'est celle qui fait foi actuellement au Congo. Si on reconnaît les autorités congolaises, c'est par rapport à cette Constitution-là, du 25 octobre 2015. Et quand on se met à violer sa propre Constitution, on n'est plus, comme ils disent, dans un État démocratique, parce que M. Denis Sassou Nguesso, c'est le seul démocrate qui a passé plus de 40 années au pouvoir. Bon, il se dit un démocrate. Donc, ça veut tout simplement dire que le Congo est une dictature. Les gens ne veulent pas le comprendre, mais le Congo est une dictature. Donc, tout ce que se passe dans une dictature est irrationnel. Ne respecte pas les lois, ne respecte pas les gens. Bon, maintenant que ce soit les prélats, les évêques qui qui se mettent du côté d'une dictature pour opprimer le peuple, qui nous parle d'un protocole d'accord gagnant-gagnant. Mais un protocole d'accord ne peut pas être gagnant-gagnant. Déjà, un protocole, c'est une intention de coopération, c'est même pas un accord. C'est moins contraignant juridiquement. Ça peut être signé par un membre de niveau inférieur au niveau du gouvernement. Mais là, on parle d'accord. Il y a eu des accords, il y en a 8 dans un de défense, que le gouvernement congolais doit présenter au Parlement, dans un débat par les parlementaires, et par rapport à ce que les parlementaires vont dire, M. Denis Sassou Nguesso doit signer un décret et tout ça doit passer par référendum pour que le peuple congolais approuve ou non s'il est d'accord de
de céder ses terres au Rwanda. Donc, quoi qu'on dise, même si le Rwanda le dit, mais eux, ils le disent eux-mêmes dans leur article 8, les terres du Rwanda acquises à l'extérieur sont soumises aux lois du pays dans lesquelles nous avons ces terres. Mais au Congo-Brazzaville, on ne peut pas vous céder les terres si le peuple ne s'est pas prononcé par Prononcé référendum. par Donc référendum. le débat, il est clos. Il n'y a pas eu de référendum, donc on ne peut pas céder les terres au Rwanda. Mais Et docteur, c'est ça que les prélats, les évêques devraient comprendre. Maintenant qu'il y a eu cette. Ils parlent de la ruse du gouvernement qui les a embobinés. Mais non, ils doivent revenir vers le peuple, dire oui, on vous a compris. Nous, on a mal interprété les textes, c'est ce qui se passe. Maintenant, nous disons au gouvernement de faire marche arrière, d'annuler purement et simplement ces accords, parce que les Congolais n'en veulent pas. On n'a pas été consultés. Si ils persistent, ça veut dire que, ce qu'on a toujours dit, le Congo est une dictature, puisqu'il ne respecte même pas sa propre constitution. très bien, très bien. Ben alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a compris ça, nous avons, c'est quoi, qu'est-ce que les Congolais doivent faire? Parce que, une fois de plus, on bénit l'arrivée des médias sociaux. C'est une aubaine pour les Congolais parce que ils prennent la parole. Ils prennent la parole. Avant, ce n'était pas comme ça. Pouvait faire passer tout et n'importe quoi. Les Congolais ne sont pas au courant. Mais il y a des réactions. Les réactions comme on les a jamais vues dans l'histoire du Congo. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, les gens réagissent parce qu'on attend quand même un degré d'inconséquence et d'irresponsabilité avec cette histoire de la vente des terres congolaises. Ça, c'est vraiment, on n'a jamais vu ça au Congo-Brazzaville. Alors, qu'est-ce que vous pensez que les Congolais doivent faire par rapport à cette situation-là? Puisque M. Denis Sassou Nguesso sait très bien que ben, il a la force avec lui, il a l'armée avec lui, il a le soutien étranger avec lui, on le voit très bien. Vous l'avez dit vous-même d'ailleurs aussi que les étrangers sont plus considérés au Congo que le sont les Congolais. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, malgré ce débat-là, est tranquille puisqu'il a la force, il a toujours raisonné par rapport à la force. Il dort tranquillement puisque, bon, les Congolais n'ont rien dans les mains. En dehors de la prière aussi. Non, à la fin, le peuple gagne toujours. Mais le Congo ne vit pas en autarcie. Il faut voir qu'il y a un bouleversement géopolitique qui se passe actuellement. Et généralement, pour les Occidentaux, le réchauffement climatique et pour la transition énergétique, ils ont besoin de ce qu'on appelle en gros des minerais stratégiques. Et ces minerais stratégiques se trouvent où? Se trouvent en Afrique, même au Congo, il y a ces minerais stratégiques. Et qui est le cheval de Troie qu'ils ont mis en avant pour avoir ces minerais stratégiques? C'est le Rwanda. Mais si on voit bien, le Rwanda, que fait le Rwanda? Le Rwanda veut déstabiliser l'Afrique centrale. En déstabilisant l'Afrique centrale, par exemple le Congo, sur le flanc ouest de la RDC, ce qui intéresse beaucoup plus le Rwanda, c'est Goma, c'est l'Est. Parce que le Rwanda a toujours considéré Goma comme faisant partie de son territoire. Comment ça se fait? Mais vous souvenez de la conférence de Berlin, quand on a divisé l'Afrique. Ils n'ont pas divisé l'Afrique pour les Africains, mais pour leurs propres intérêts. Donc, si on avait laissé l'Afrique comme telle, nous, on avait les royaumes. Le royaume Congo, il s'étendait en RDC jusqu'en Angola. On avait le royaume, il y a aussi le royaume Téké. Donc, la division, la séparation n'aurait pas été la même. Mais là, on se retrouve entre les deux Congos qui ont été divisés et le Rwanda qui se retrouvait avec un petit morceau, mais qui revendique Goma comme faisant partie de son territoire. C'est ça l'importance du Rwanda. Le Rwanda fait 23 600 km², soit 13 fois moins que le Congo-Brazzaville. Pour la RDC, n'en parlons plus. Et ils ont
une population qui fait au moins plus de 15 millions Ils sont d'habitants. 14 millions, ce que j'ai vu là, Oui, bon, oui. 14-15 Disons, millions oui. sur 26 14, 000 kilomètres carrés, hein, sur oui. 26 000 kilomètres carrés. Non, ouais, 26 000 kilomètres carrés. Bon. Voilà. Donc, le Rwanda a besoin de terres parce que la densité au kilomètre carré est énorme. Donc, ils ont Mais besoin on de a terres. besoin des terres, docteur, s'il vous plaît. Là, c'est encore un autre point névralgique de cette situation-là. Vous avez dit avant la conférence de Berlin, quel tracé il y avait pour que le Rwanda se lève aujourd'hui pour revendiquer la partie de Goma. À mon sens, c'est farfelu ça. C'est farfelu parce que les frontières reconnues par les Nations Unies, quand même aussi, nous fonctionnons quand même avec notre temps. Les frontières reconnues par les Nations Unies sont claires et nettes. Le Rwanda appartient à la République démocratique du Congo. Et puis aussi cette volonté d'hégémonie, quand même aussi, c'est une démarche qui est aussi farfelue à ce niveau-là. Monsieur Kagame, qui semble être soutenu par les États-Unis, maintenant il y a Monsieur Ruto aussi qui a eu une belle réception aux États-Unis. Il y a quand même des choses qui sont quand même assez claires de voir que la volonté du Rwanda, c'est pas en étant un guerrier dans le monde entier, en Afrique plus précisément, qu'on va asseoir une hégémonie quand même. Non, mais c'est pas farfelu ce que je dis. Je dis, quand il y a eu ce partage de l'Afrique, et c'était pas pour le bien des Africains. Ça, C'était les, c'est clair, c'est clair. c'est là où je dis, c'était les Occidentaux qui se partageaient l'Afrique. Mais le Rwanda se dit aujourd'hui, mais moi j'ai besoin de Goma pour pouvoir exister. J'ai besoin de cette partie-là pour pouvoir faire fonctionner mon économie. 50% du PIB rwandais provient des dons des Occidentaux. Et ils en ont fait le cheval de Troie pour déstabiliser ce grand pays qui est la RDC, pour qu'il devienne ingouvernable et pour qu'il puisse arriver à piller, disons le mot, piller ce pays. Bon, maintenant que tout le monde se rend compte que le Rwanda est à l'origine de cette guerre qui se passe à l'est de la RDC, qui fait déjà au moins 12 millions, c'est un génocide qui se passe. Non, c'est un génocide, absolument. C'est un génocide. On a connu le génocide rwandais, mais non, on peut parler du génocide de la RDC. C'est un génocide qui se passe en RDC, mais personne n'en parle. Plus de 12 millions de morts déjà. Hein? Plus de 12 millions de morts C'est quand déjà. même terrible ça. 12 Déjà. millions, c'est pas 12 000 Mais là. que disent les Américains? Ils disent oui, mais nous reconnaissons que c'est le Rwanda qui finance le M23 qui est à l'origine de cette déstabilisation au niveau de l'Est. Maintenant, ils ont changé le cheval de Troie. Maintenant, qui ils mettent en avant? Ils mettent en avant le Kenya. Et le Kenya qui a dit que le problème qui se passe à l'est de la RDC, c'est un problème interne à la RDC. Nous savons tous que c'est faux. Ben non, ben non, ben non, ben non. Ben oui, non, mais maintenant, le Rwanda, le Kenya, qui a des banques au niveau, qui a des banques au niveau de la RDC, qui à un certain moment est venu en force d'opposition vis-à-vis qu'on appelle ça, des rebelles à l'est de la RDC, veut jouer le rôle que joue le Rwanda, qui est devenu une brebis galeuse vis-à-vis de la communauté internationale. Donc, on change de cheval de Troie, maintenant, c'est le Kenya qui va jouer ce rôle au niveau de la RDC. Mais il est bien que pour le Rwanda, de déstabiliser l'Afrique centrale, notamment le Congo-Brazzaville, parce que nous savons qu'en 2023, le Congo a acheté pour 268 millions de dollars d'armes. On n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre, le Congo n'est pas en A un guerre. arsenal de guerre qui est énorme à Oyo, à Tsambitso et à Gamboma. Si bien que les Américains qui le savent, qui ont au moins 300 Marines au Cameroun, le jour où il y a une déflagration au Congo, il faudra bombarder Oyo, Tsambitso et Gamboma pour détruire cet arsenal. Parce que cet arsenal, s'il se retrouve disséminé au niveau de l'Afrique centrale, et c'est l'embrasement de l'Afrique centrale. Monsieur Sassou représente déjà un danger pour la communauté internationale. Il est au pouvoir depuis combien d'années? Si depuis qu'il est au pouvoir, tous les ans, il dépense 268 millions de dollars dont nous avons besoin pour l'éducation,
pour le chômage des jeunes, pour les infrastructures, pour la santé, rien que pour les armes, mais ça devient dangereux. C'est une poudrière, le Congo est une poudrière. Donc, la transition qui se passera au Congo, il faut qu'on se le dise, la transition qui se passera au Congo, si elle se fait par la force, il y aura beaucoup de morts. Déjà, quand il est revenu au pouvoir, M. Denis Sassou Nguesso, il y a déjà eu 400 000 morts. 400 000 morts. Mais demain, il y en aura combien? Avec tout cet arsenal que M. Denis Sassou Nguesso a accumulé à Sambiso, à Oyo et à Gamboma. Nous avons au Congo, vous savez que nous avons des avions de guerre, mais qui sont stationnés en Lomo. Nous avons des hélicoptères de guerre, mais qui sont stationnés en Lomo. L'armée congolaise n'existe pratiquement plus. C'est la garde prétorienne de M. Denis Sassou Nguesso qui fait office d'armée au Congo-Brazzaville. Et c'est ça qui est inquiétant. Ok. Mais nous ne désespérons pas parce que nous savons que nous avons aussi des militaires patriotes qui ont prêté serment pour défendre la patrie. Parce que ces militaires-là ont été formés avec quoi? C'est avec les deniers publics congolais. Mais ce n'est pas pour s'en prendre au peuple congolais, mais c'est pour défendre la patrie. C'est comme si on formait les médecins pour pouvoir encore tuer les médecins congolais pour pouvoir tuer les Congolais. C'est absurde. Très bien. Alors, docteur, on va s'acheminer vers la fin de notre échange, de notre entretien. Bon, une fois qu'on a compris cela, je pense que de plus en plus, vu les réactions des Congolais sur la toile, on voit très très bien que c'est une préoccupation de fond pour tous les Congolais, pour tous les Congolais. Bon, maintenant, une fois de plus, je reviens sur cette question, c'est ça qui est important. Monsieur Denis Sassou Nguesso s'est engagé dans des procédures qu'il maîtrise les finalités et évidemment, il a des moyens pour ça. Tous les moyens sont orientés vers sa survie politique en tant que telle. Cela va sans dire. Alors, est-ce que vous pensez que les Congolais n'ont rien à faire en tant que tels, n'ont qu'à attendre qu'ils soient broyés? Parce que s'il continue de cette manière-là, avec, n'est-ce pas, les attaches qu'il a au niveau international, vous avez mentionné le mouvement de surplomb qu'il y a de l'importance des étrangers dans notre pays au détriment des Congolais. Je l'ai dit aussi, M. Sassou Nguesso semble être tranquille parce qu'il sait comment mater les Congolais. Et dites donc, comment est-ce que les Congolais vont pouvoir se sortir de cette situation-là, s'ils refusent évidemment de se faire broyer. Parce qu'il Mais faut réagir quand même aussi. c'est Il faut Thomas Sankara qui réagir. disait que si vous êtes maltraité, c'est à vous de vous soulever. Ça passera nécessairement par une révolution. Nous, on est des démocrates. On ne peut pas on ne peut pas se permettre de prendre le pouvoir par la force. Ce sera au peuple de dire trop c'est trop. Maintenant, il faut que ça change. Il peut y avoir un soulèvement populaire. Maintenant, tous les ingrédients pour qu'il y ait un embrasement au niveau du Congo-Brazzaville sont là. Et M. Denis Sassou Nguesso n'est là que pour la préservation de son pouvoir. Maintenant, il est élu comme allié du clergé congolais. Nous disons au clergé congolais de faire marche arrière. L'erreur est humaine, tout le monde peut se tromper. Même Saint-Pierre qui a renié le Christ, finalement, c'est à lui qu'on a laissé les clés de l'Église. Donc, le clergé congolais doit comprendre qu'il doit être du côté des opprimés qui ont toujours été le peuple congolais. Tous les dimanches, ils ont des fidèles dans leurs églises. Et il faut qu'ils puissent parler des problèmes qui nous assaillent, des problèmes qui embêtent le quotidien des Congolais. Le Congo est au bord de la faillite morale et financière. C'est aux évêques aussi d'apporter leur contribution dans ce combat, comme l'a fait le pape Jean-Paul II pour la Pologne. Donc, on a besoin de l'archevêque de Brazzaville, monsieur Bienvenu Manamika Fokwaou,
pour qu'il se dise de quel côté il se situe. Et il nous a dit qu'il se situe du côté de la vérité. On est tout à fait d'accord. Mais on lui dit qu'il ne peut pas avoir des cessions des terres au Congo sans référendum. Et le protocole d'accord qu'ils ont mis, que c'était un protocole d'accord gagnant-gagnant, nous disons qu'un protocole d'accord ne peut pas être gagnant-gagnant parce que ce ne sont que des intentions de coopération. Donc, qu'on nous montre effectivement les accords qu'il y a et nous avons besoin de l'Église catholique qui avait jadis toujours brillé par sa sagesse pour nous accompagner dans ce combat-là que nous menons contre la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Parce que Donc, si le changement se fait par la force au Congo-Brazzaville, ça sera une explosion, il y aura trop de morts. Et c'est oui, ce que oui, mais nous voulons. là-dessus, docteur, ce que vous dites là, je vais faire un peu le lien avec une vidéo qui est devenue virale à la puissance X, là, d'un pasteur gabonais et qui prédit évidemment ces temps difficiles pour le Congo-Brazzaville. Et il y a d'autres prémonitions aussi qui circulent, qui vont dans le même sens. Est-ce que vous pensez que M. Denis Sassou Nguesso est capable de faire quelque chose d'impossible? Je lui ai dit, est-ce que monsieur Sassou est capable de faire quelque chose d'impossible pour lui, qui est de dire, ben, écoutez, j'ai compris, je recule aussi, je recule aussi et je me retire du pouvoir. Et vous voyez, les gens, quand ils m'entendent ça, ils sont en train de rigoler sur ma tranche à dire cela. Est-ce que vous pensez que M. Kassassou Nguesso est capable de dire, ben, écoutez, j'ai fait des erreurs dans ma vie, je vous demande pardon, mais je crois que la situation du pays est tellement sclérosée, tellement difficile, et que pour éviter un sort pareil à ce pays, je me retire en demandant pardon et se retirer carrément du pouvoir. Est-ce qu'il est capable d'un truc comme ça, d'après vous? Ben oui, mais le moment est propice puisque Ah bon? les évêques se sont invités dans le débat politique. Mais ils n'ont qu'à prier pour que l'Esprit Saint descende au niveau, c'est M. Denis Sassou Nguesso, pour que le ramène à la raison, à la sagesse, pour qu'ils disent qu'il est temps de partir. Parce que quand on dit qu'il est temps de partir, quand on le fait, il est temps de partir. Ça, c'est la sagesse. Et quand on le fait, c'est le courage. Et quand on parle à tête haute, c'est la dignité. C'est ce que nous voulons pour ce monsieur. Ben écoutez, ben merci beaucoup, docteur. Ceux qui vont nous, ceux qui vont nous traiter d'une naïveté désarmante à penser que M. Sassou Nguesso est capable de faire une chose pareille, eh ben, tant pis. Mais on peut quand même le croire. On peut quand même le croire qu'un bon matin, on va se lever et écouter à la radio congolaise les gens dire qu'écoutez, il y a une communication très importante, comme ils savent bien le faire, que le chef de l'État va prendre la parole pour une adresse au peuple congolais et qu'il dise des choses qui fassent plaisir à ce peuple congolais, qui aussi a la capacité peut-être aussi de pardonner parce que M. Denis Sassou Nguesso, il a très peur parce qu'il connaît très bien le contenu de son agir politique depuis qu'il est au pouvoir. C'est peut-être cette peur-là qui le pousse, n'est-ce pas, à avoir des yeux, les œillets comme ça là, pour aller jusqu'au bout et conserver le pouvoir par tous les moyens, même si demain il peut se retrouver 6 pieds sous terre, comme on le dit. Ben, merci beaucoup. Je pense que, allez-y, je vous laisse le dernier mot et puis on Oui, va je continuer cette pense que émission. c'est Aimé Césaire qui disait quand je viendrai à ce pays mien, le Congo-Brazzaville, je lui demanderai de m'embrasser. Et si nous ne savons que parler, nous parlons pour le Congo-Brazzaville. Et si nous ne savons qu'écrire, nous écrivons pour le Congo-Brazzaville. Donc c'est ce pays qui nous est cher. C'est pour ça que les gens peuvent nous prendre pour des rêveurs. Non, nous ne sommes pas des rêveurs. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est qu'il y ait l'hécatombe au Congo-Brazzaville, tout simplement parce qu'il y a des gens qui veulent s'éterniser au pouvoir. C'est ça que nous ne voulons pas. Merci, docteur Aimé Césaire Miakassissa, de votre fidélité à nos émissions et surtout de l'éclairage combien pertinent que vous apportez chaque fois que nous abordons un sujet et vous êtes un connaisseur très abouti de
la réalité politique au Congo-Brazzaville. Et merci aussi de quelque chose qui apparaît dans votre discours, c'est cette ouverture d'esprit, c'est-à-dire malgré la sclérose de la situation politique, vous avez toujours un mot pour faire revenir les gens à des meilleurs sentiments. Parce que ces meilleurs sentiments, quand on a le courage, évidemment, de les embrasser, on peut résoudre des problèmes tellement inextricables, qu'on pense tellement inextricables, comme ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Alors, Monsieur Denis Sassou Nguesso, nous profitons aussi de vous dire bonjour. Nous profitons de vous dire bonjour et aussi de vous inviter à cette pensée, à cette réflexion. Vous avez dirigé ce pays pendant pas mal d'années, 40 ans quand vous avez les rênes du pouvoir, mais plus de 40 ans quand vous êtes, n'est-ce pas, dans les sphères, les hautes sphères du pouvoir. Faites-vous quand même aussi une introspection. Regardez le pays que vous avez dirigé, à quel moment vous l'avez pris et quand où est-ce que vous l'avez emmené. Et on va espérer que vous soyez très aussi sage, même si on peut pas, on pense que vous pouvez pas l'être, mais que vous soyez sage. Alors, à nos amis internautes qui nous suivent sur toutes nos émissions, merci, merci, merci encore. Et aidez-nous aussi à aller de l'avant, à vous présenter des contenus partagés. Et vous savez ce qu'il faut faire, évidemment, c'est d'aimer, de liker nos émissions et aussi de nous soutenir. Merci et nous sommes au bonheur de vous retrouver à une autre émission. Merci. Merci, au revoir.